Eh bien, mesdames et messieurs, chers YouTubeurs, chers TikTokers, chers Facebookers, bonjour et bienvenue sur Révélation. Révélation, c'est cette émission qui vous informe, qui vous apporte la connaissance, le savoir et la lumière. Révélation, c'est une émission conçue spécialement pour vous aider à sortir de l'ignorance. Merci à vous, merci de prendre rendez-vous. Aujourd'hui, c'est vrai que vous avez l'habitude de voir sur cette chaise une charmante dame. Je parle bien sûr de ma consoeur Sena Léa Grago, qui est actuellement en mission. Je suis là aujourd'hui pour conduire cette émission. Je suis Ardiles Bertoni Capot. Alors, aujourd'hui, sur Révélation, nous allons parler de goût, Dieu Mars et ses ramifications. Je dis bien goût, Dieu Mars et ses ramifications. Et pour en parler comme d'habitude, je reçois sur ce plateau sa sérénissime, très grand puissant, souverain commandeur, vénérable Naha, professeur Kofi Aza. Bonjour, professeur. Bonjour, bonjour mes chers soeurs, bonjour mes chers frères, bien à vous. Merci de rallier le rendez-vous malgré les malgrés. Ah ouais, ouais. Nous avons perdu une très bonne demi-heure, mais nous allons essayer de rattraper ça après-midi. Oui, la technique a ses raisons même que nous ignorons. Les 30 minutes, comme l'a dit le professeur, c'est de compenser ça pour que vous ayez, comme d'habitude, les 2 heures au complet. Alors, professeur, aujourd'hui, nous allons parler de la divinité goût, Dieu Mars et ses ramifications. Alors, sur le plan étymologique, quand on parle de goût, que peut-on comprendre? Étymologiquement parlant, goût, le nom complet c'est goût Badagri. C'est goût Goût, Badagé. Badagri. Goût, le nom d'abord c'est Igou. Puis ça nous vient du royaume d'Oyo Ok. à l'époque. C'est Igou qui symbolise la résistance et surtout la guerre. Donc, c'est une divinité qui euh, incarne la résistance, qui incarne la guerre, qui incarne les instincts belliqueux et également qui incarne la protection. D'accord. Et ça se retrouve au niveau également de ses caractéristiques. D'accord. Alors, quand on parle de goût, comment est-il venu alors au Bénin? Gou est venu au Bénin par deux voies. La première par les forgerons qu'on appelle aujourd'hui Ayator. Au fait, le clan des Ayator sont des Nigérians. Ils sont venus du royaume d'Oyo. Ils sont venus bien avant même l'installation ou l'arrivée de la dynastie royale d'Abomey. Et du Nigeria, ils se sont installés à Tosota. Et ils faisaient de la métallurgie. Donc, voilà, c'était des métallurgistes. Ils faisaient de la métallurgie. Donc, ils faisaient des extractions de fer avec des fusions de fer. Ils fabriquent les lances et les armes à l'époque, les armes blanches, les lances et les flèches et tout ça, ils fabriquaient avec. Et après, tout ça, ils se sont installés à Boyko et ils se sont maintenant répandus. Et il faut dire que ces ayatollahs sont également des forgerons. D'accord. Au départ, ils étaient métallurgistes, mais après, ils sont devenus des forgerons et ils ont beaucoup forgé plein d'armes pour le royaume, quand le royaume naissait. Et ils ont fait beaucoup de choses. Donc, c'est après ça que maintenant, qu'ils se sont répandus un peu partout, non seulement au Bénin, mais également au-delà, puisque les Atos se sont installés également au Togo, en Côte d'Ivoire, un peu partout, toujours dans le domaine de la métallurgie, de la forge et également de la fabrication des armes. D'accord. OK. Alors, dans ce cas, quels sont leurs champs d'action? Le champ d'action du goût, comme on le dit ici, à l'idée au gouvernement clair. C'est-à-dire que quand une voie se ferme, oui, c'est goût qui trace la voie. Cela veut dire que il intervient dans l'aménagement du territoire. Oui. Il intervient également dans la construction immobilière. Il intervient aussi dans la protection. Il intervient également
je crois, dans la foresterie, puisqu'on a besoin forcément de goût pour pouvoir travailler dans la foresterie. Parce qu'en un mot, goût incarne les âmes ou les instruments ou les outils métalliques. Donc, en tant que tel, il intervient dans tous les domaines, dans tous les domaines, presque dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs de la vie de l'homme, même dans les finances, parce que les pièces que nous utilisons aujourd'hui sont également une manifestation tangible de la divinité goût. D'accord. Alors, peut-on affirmer dans ce cas que goût est un concept? Goût est un concept. Goût est un concept qui regroupe. Oui. C'est un nom générique qui regroupe plusieurs ramifications. Parce que quand on dit goût, il y en a de plusieurs sortes. Il y a par exemple le colimengout. Le colimengout, c'est le goût qui est directement lié aux armes à feu. Et là, c'est la combinaison du métal oui. et du feu. Et après, nous avons par exemple huegu. Huegu, c'est le goût qui est fait pour surveiller la maison, veiller sur la maison. C'est-à-dire que huegu, c'est la maison, goût, là, c'est la divinité, Dieu Mars. Donc, huegu, c'est cette divinité-là qui s'occupe de la maison, qui veille sur la stabilité et surtout la pérennisation de la maison. Mais après, il faut également dire que nous avons les Bégou, les Awangou, les Rungu, les Kolimengou, les Alitagou. Donc, le goût, c'est un concept général qui désigne plusieurs ramifications de divinité. D'accord. Avant de parler des ramifications, est-ce que goût et hueli, quelle est la différence entre goût et hueli? Il y a une différence entre goût et hueli. Parce que le hueli, ça peut être une divinité comme ça peut être juste un beau. Un beau, c'est une connaissance issue de la vertu des trois règnes d'éléments qui permet, le rôle du hueli, c'est de permettre la stabilité et la pérennisation dans les générations futures de la maison. Or, le goût est réalisé dans la maison pour permettre l'ouverture, pour permettre que cette maison-là puisse être pérennisée non seulement à travers les âges, mais également à travers l'espace, parce que son objectif, c'est d'étendre la maison davantage. Mais ça protège également tous ceux qui sont résidents de la maison, et également tous ceux dont cette maison-là est concernée et qu'ils vivent ailleurs. Goût s'étend sa protection sur tout cela. Donc, c'est pour la protection de la maison. Mais par contre, le hueli, c'est pour que hueli veut dire que la maison sera solide. La maison va prospérer. La maison sera stable. Donc, ça permet la stabilité de la maison. Mais par contre, goût va beaucoup plus au-delà. D'accord. Alors, on revient sur le concept goût. Oui. Quelles sont alors ses ramifications et symboles d'identification? D'accord. Si on prend le goût dans son ensemble, généralement, c'est tout ce qui est issu du fer. Ça, c'est rien que du fer. Oui, ça, c'est le concept général, ça. C'est rien que du fer. Mais quand on commence par huegu, huegu, c'est le goût, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui permet de sécuriser la maison. Donc, quand le retrouve quelque part, on va voir un dépôt de ferraille et avec des armes, c'est-à-dire des manchettes, des couteaux, des pointes, des flèches et tout ça pour lui permettre d'avoir des armes qu'il faut pour assurer la défense de la maison. Mais après, nous avons Rungu. Rungu, au fait, parce que vous savez, les divinités, ils disent que Gouman, Roi, Minon, Roi. C'est-à-dire que pour les divinités, si Gou ne tue pas, on ne mange pas. Donc, le goût est comme le sacrificateur des divinités. Donc, c'est lui qui exécute les animaux pour que les animaux se disent, oui, ça a été conformément tué, donc on peut manger. Et là, chaque ronhoué, donc chaque couvent, dispose de son rungu. Donc, c'est un goût qui est directement rattaché au vaudou. Voilà. Après le rungu, nous avons maintenant Alitagu. Alitagu, vous savez, au temps de nos rois, quand on trace, puisque nos rois aussi avaient fait beaucoup d'infrastructures routières. Oui. Bon, c'était pas bitumé comme on le fait aujourd'hui, modernisé, non. Mais on prenait des bras valides sur des kilomètres qui saclaient et créaient des ouvertures pour le passage, surtout des chevaux, également des piétons pour transporter leurs marchandises. Donc, chaque fois qu'on finit de tracer une route, à côté de cette route-là, on érige un goût.
pour éviter des incidents qui peuvent créer des effusions du sang par les allées-venues des chevaux, voilà. parce que les chevaux peuvent cogner des gens et ça peut créer la mort. Donc, pour éviter tout ça, là, les accidents sur ces routes-là qui sont tracées, on érige le goût à côté. Donc, c'est ça qu'on appelle alitago. Donc, c'est le goût de la voie. Mais après ça, nous avons par exemple les Ahwangu. Ahwangu, vous savez que pendant très longtemps, nos divers royaumes à travers le pays se sont lancés dans des conquêtes de territoires pour agrandir leur royaume et tout ça. Donc, on avait des soldats qui allaient à la guerre. Et pour protéger ces soldats qui vont à la guerre, on érige des divinités Gou dans les camps militaires. Dans chaque camp militaire, on érige un Gou. Et ce Gou-là est érigé à l'intérieur du camp pour permettre à ce que les soldats, quand ils vont au front, qu'il y ait moins de tueries, qu'il y ait moins de blessés au fait, et qu'ils puissent remporter également la bataille à chaque fois. Donc, avant de partir, ces soldats-là font maintenant des libations à leur goût. Chaque camp militaire en disposait. Donc, à chaque expédition, on faisait les libations pour permettre à ce que tout ça, ça joue aussi sur la psychologie. Ça joue sur la psychologie ça le permet d'être bien armé. D'être psychologiquement. Voilà, c'est comme la motivation. Ouais. C'est la motivation. Ils se disent, derrière, il y a un esprit qui me protège et tout ça. C'est comme des soldats aujourd'hui russes, avant d'aller au front en Ukraine, il y a le prêtre qui vient, qui les bénit. Voilà. Donc, tout ça aussi, ça participe à la motivation du soldat. Mais après ça, nous avons les Gbégou. Gbégou, ce sont des goûts qu'on érige pour le compte de la chasse. Gbé, c'est la chasse et la divinité Gou. Donc, le Gbégou est érigé souvent sur les divinités qui sont détenues par des chasseurs. Voilà. Donc, les chasseurs érigent, chaque chasseur ou chaque confrérie de chasseurs érige leur Gbégou là. Et avant d'aller à la chasse, ils font des libations et font des promesses à ce goût-là pour dire si nous allons et que nous trouvons beaucoup de gibier, en retour, on va t'offrir ça. Et en retour également, quand il y a beaucoup de gibier, ils prennent une partie qu'on prépare avec de la miel, tout ça, et on offre à ce goût-là. Cela se fait dans l'optique de protéger le chasseur. Parce qu'il arrive des moments où, arrivé à la chasse, le fusil peine à prendre. Et quand tu te retrouves nez à nez avec l'animal, si c'est un animal féroce, le buffle par exemple, ou un serpent, un boa constrictor, ou par exemple un félin, et que le fusil refuse, c'est comme l'a dit tout la banque qui dit tout la banque tout c'est-à-dire que si le fusil détonne convenablement, on verra la tête du buffle dans les mains du chasseur. Mais si le fusil ne détonne pas, il fait long feu, on va voir le chasseur sur les cornes du buffle. Donc, et c'est pour protéger le chasseur afin que l'arme qui est utilisée, que ce soit la machette ou les lances ou les flèches ou les fusils, que cela ne fasse pas long feu pour que l'animal puisse avoir raison sur le chasseur. Donc, ça permet de protéger le chasseur à l'aller au retour et ça permet également d'avoir de bons gibiers et de ramener à la maison pour nourrir la population. Mais après ça, nous avons également le Kolimengou. Le Kolimengou est différent du Gbégou. Le Kolimengou, c'est les armes à feu. Lui-même, c'est les armes à feu, le Kolimengou. Voilà, c'est ça qu'on appelle Kolimengou. C'est-à-dire que le goût qu'on met sur les épaules. Voilà, le goût des épaules. Le goût des épaules, c'est les longs fusils, là, où aujourd'hui, les fusils, les Kalachnikov, les canons, les bombes, tout ça se retrouve dans le lot des Kolimengou. Et également, ça, c'est aussi utilisé pour que si vous êtes chasseur, ou vous êtes soldat, ou vous êtes une autorité spirituelle, morale ou politique ou sociale du royaume, que ce Kolimengou-là vous protège pour que dès que vous en aurez besoin, pour vous défendre, que cela puisse véritablement agir et convenablement. Mais après, nous avons les Asiomengou. Asiomengou, ça, on le retrouve souvent sur le signe Djobwe, qui dit Asiok Bolun Boer Zonon Sekbeton, c'est-à-dire que quand, je crois,
je dis, est-ce que c'est la machette que je vais dire? La hache, voilà. Quand la hache est en train de découper un arbre, c'est de loin qu'on entend la voix. Donc, il y a également un goût qu'on érige avec la hache. Et là, c'est le goût des bûcherons. C'est ce goût-là que les bûcherons venaient pour découper les arbres. Parce qu'avant, il n'y avait pas les tondeuses motrices là, qu'on utilise pour découper les arbres. Il y avait seulement que la hache qu'on utilisait assez pour découper. Donc, pour ne pas se faire écraser par l'arbre qu'on découpe avec ce goût, ou pour ne pas subir le retour pervers de la sciure qui va encore blesser, les bûcherons adoraient les colimengous. Et c'est le goût de la hache. Mais après, nous avons aussi d'autres formes de goût, hein, comme le goût des forgerons même. Ouangou, c'est le goût de l'enclume. Zompé goût, c'est le goût du marteau, le goût qu'on érige dans un marteau. Et on utilise ça pour se protéger des ennemis parce que ce goût-là, principalement, c'est pour les hommes, mais le wangou, c'est pour la stabilité. Voilà, si quand quelqu'un, tantôt il est à gauche, tantôt il est à droite, tantôt il est devant, tantôt il est derrière, tantôt les choses marchent, tantôt les choses ne marchent pas, c'est le wangou qu'on fait pour qu'il s'asseye dessus. Le wangou, c'est l'enclume. C'est ce goût-là qui lui permet maintenant de s'asseoir, d'avoir une stabilité voilà, pour toute sa vie. Mais après ça, nous avons également les ouïgous. Les ouïgous, ce sont les goûts qu'on fait dans les couteaux. Dans les couteaux. C'est le goût qu'on reste dans les couteaux. Et ce goût-là est beaucoup plus porté par les reines-mères, les agodiers. Voilà, les Amazones. Voilà, qui portaient les ouïgous. Et ça leur permettait de combattre à combat rapproché. C'est quand elles rentrent dans un combat rapproché, c'est avec le ouïgou là qu'elles arrivent à se défendre. Donc, voilà quelques, parce qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Voilà, il y a aussi le goût au niveau des lances qu'on érige également. Mais ça aussi, ça se fait de plus en plus rare parce qu'on ne chasse plus aujourd'hui avec les lances. Voilà, les fusils à feu ont pris le dessus. Donc, tous les petits goûts-là ont tendance à disparaître. Voilà. Révélation. Aujourd'hui, pour ceux-là qui viennent de nous rattraper, nous parlons de goût, Dieu Mars et ses ramifications. Chers TikTokers, tapotez surtout. C'est ce qui nous encourage. Et la technicienne, la spécialiste qui est derrière là-bas, m'envoie vous dire de tapoter, sinon qu'elle va couper le live. Vous la connaissez déjà. Alors, professeur, merci pour cette information. On va continuer. En dehors du macrocosme, goût a-t-il un lien avec le microcosme comme les 4 éléments? Oui, parce que vous savez que le macrocosme est constitué des 4 éléments, à savoir la terre, et le feu, qui se retrouve au niveau du microcosme également à travers notre chair, l'eau qui fait 70% de la masse corporelle de l'homme, l'air que nous inspirons, et également la température qui est l'élément feu. Goût également se retrouve à notre niveau. Ah bon? Oui, goût aussi, l'homme incarne également cette divinité-là. Et à notre niveau, goût se manifeste par les os. Pas les os. Oui, les os. Les os. L'os, les os du corps. Voilà, l'os du corps, c'est ça la manifestation de goût. Pour assurer la résistance, c'est-à-dire que la stabilité. Puis son rôle, c'est de donner la solidité. Donc, pour avoir cette solidité-là, au niveau du microcosme, donc l'homme que nous sommes, goût s'est transmué en os pour nous donner la solidité et la rigidité afin de pouvoir se déplacer. Sinon, on serait des mollusques. Donc, on allait peut-être ramper comme un ver de terre, quoi, ou l'escargot. Voilà, quelque chose. Donc, goût se retrouve au niveau du corps physique à travers les os. Ce qui fait que quand vous commencez par avoir des situations, par exemple, de blocage, la première orientation qu'il faut avoir, le premier réflexe qu'il faut avoir, commencez par consommer du calcium. Ça, c'est une révélation. Je dis bien. Si vous commencez par avoir des difficultés, des blocages, des situations de blocage. Des blocages au niveau de la vie courante, sur le plan professionnel, sur le plan économique. C'est des blocages par ici,
vous courez jusqu'à ce qu'au dernier moment où vous devez jouer, il y a toujours une situation qui vient bloquer. Laissez tomber volet spirituel. Le, Prenez, on le prend du goût, trace. le goût qui est en vous là est faible et n'arrive pas à vous baliser le chemin. Là, Il faut prendre nourrir ce goût qui est en vous avec du calcium. avec du calcium. C'est simple, naturel. Ça, c'est fort. J'espère que vous avez pris note. Hein. Dès que vous allez commencer à consommer du calcium, le goût qui est en vous, donc les os, Oui. vont retrouver une certaine solidité, une certaine rigidité. Et maintenant, à partir de vous-même là, l'énergie va commencer par vous tracer le chemin. C'est purement naturel. Nous avons toutes les divinités en nous. Oui, vous avez dit Les 10 divinités, nous l'avons en nous. Mais le goût, c'est au niveau des os. Prenez soin de vos os. Au niveau de votre corps, et vous allez voir que vous aurez de moins en moins de situations de blocage. C'est clair. Consommez juste Du calcium. Et vous allez voir. Donnez du renfort à vos os. À vos os. Et là, vous renforcez, vous nourrissez le goût. Ça, c'est plus qu'une recette. Hein. C'est plus qu'une recette. Merci, professeur, pour l'astuce là. Et je suis le premier à commencer dès demain. Alors, quelles sont alors les influences du goût sur l'homme? Alors, le goût, comme les autres éléments également, comme le sapata, la terre, l'air, l'eau, le feu, tout ça, influence également l'homme à travers plusieurs ramifications. Vous savez que généralement, ceux qui sont influencés par goût, au plus profond, on peut avoir plusieurs divinités sur son signe du phare, mais quand c'est goût qui vous détermine, vous avez toujours la peau sombre. À moins que vous soyez un yovo. Vous avez toujours la peau sombre. Vous avez toujours la si peau sombre. Si c'est goût qui vous détermine, vous avez la peau sombre. Donc, vous êtes de teint noir. Première des choses. Deuxièmement, ceux qui sont influencés par goût, c'est les gens qui sont très calmes. Il peut rester ici sans piper mot du matin jusqu'au soir. Mais si jamais vous lui tapez dessus, il résonne très violemment et très fort. C'est des gens qu'il ne faut jamais chercher. Ils sont très serviables. Un natif de goût peut se coucher par terre, vous allez passer sur lui. Ce n'est pas un problème. Et ces gens qui ont je dirais, le respect de l'autorité. Les gens qui ont le respect de l'autorité. Si je suis un président de la République, je vais m'entourer des ministres qui sont des natifs de goût. Je dis, si le jour où je deviendrai président de la République, mes ministres seront forcément des gens natifs de goût. Vous allez faire une sélection. Je vais sélectionner. Je vais la sentir. Parce que vous êtes sûr d'avoir leur fidélité. C'est des gens qui sont fidèles. Ils sont loyaux. La loyauté, là, au niveau de ceux qui sont influencés par goût, ce n'est même pas à démontrer. Ils sont loyaux, ils sont fidèles, ils sont posés, ils ont la tête sur les épaules. Rien ne les influence. Même pas l'argent, même pas la femme, même pas l'homme, même pas le travail, rien ne les influence. Ils sont incontournables. Ils sont très paisibles et très stables dans la tête. Mais il faut également dire que c'est des gens qui, si vous avez la possibilité d'avoir un natif de goût chez vous, c'est tout comme si, c'est vrai qu'ils le font avec un peu de zèle aussi, hein. Si vous leur confiez votre maison, allez dormir. Ils prennent ça tout comme si ça leur appartenait. Ça leur appartenait. Et ils gèrent ça correctement. Quand vous allez revenir, vous-même, vous êtes d'accord. Ces gens, c'est-à-dire que vous pouvez même leur confier votre propre vie. Ils vont ordonner votre vie. Ces gens, quand ils vous disent va à gauche et que vous allez à gauche, vous avez satisfaction. S'ils disent va à droite, vous avez satisfaction. Donc, c'est des gens qui sont très inspirés en matière de conduite. Ils peuvent vous conduire dans les feux, dans l'eau, dans les montagnes, dans les herbes. Vous ne serez jamais atteint. Ils peuvent vous conduire partout. Ils déblaient le terrain. Ce sont de bons éclaireurs, les natifs de goût. Seulement que quand un natif de goût commence par consommer de l'alcool, il devient violent dans son environnement immédiat. Il devient un bourreau pour son environnement immédiat. Et il devient très nuisible, très destructeur pour son environnement immédiat. Donc, un natif de goût ne doit pas consommer de l'alcool. Il ne doit pas prendre de l'alcool comme son petit déjeuner.
ils ne doivent pas prendre des isotoniques, ils ne doivent pas prendre des excitants. Quand je parle d'excitants, je parle des addictions, donc Oui. du tabac, Oui. de la cocaïne, de l'héroïne, en tout cas, tout ce qui est stupéfiant, ils doivent éviter ça. Sinon, ils deviennent négatifs pour eux-mêmes et pour leur environnement. Donc, c'est des choses qu'ils doivent forcément éviter. Sinon, les natifs de goût, je dis, c'est les meilleurs qu'on puisse avoir en matière de fidélité, de loyauté et de respect de l'autorité. Ils ont le sens du respect de l'autorité. Ça là, c'est comme si on leur a inculqué ça dans leur ADN. Vous pouvez prendre un natif de goût de Banikwara, un natif de goût de Savalou, un natif de goût de Komé, un natif de goût peut-être de Agbananké ou de Wida. Ils développent les mêmes comportements. Ils développent les mêmes comportements. Oui, c'est comme s'ils sont même pères, mais ils développent les mêmes comportements. C'est quand ils ont reçu une même éducation, les natifs de goût. Mais ils sont très bien. Alors, si vous êtes natif de goût, vous avez compris, vous devez éviter tout ce qui est excitant, éviter l'alcool pour votre bien-être même, d'abord et pour votre entourage. Voilà. Tout à l'heure, on a parlé du microcosme. On va encore dans ce sens. Quelles sont les compatibilités et incompatibilités du goût? Toujours par rapport au microcosme. Toujours par rapport au microcosme, non par rapport à l'homme. Oui. La compatibilité de goût, c'est déjà les douceurs. Les douceurs et surtout les lubrifiants. Quand je parle de lubrifiants, je parle des huiles essentielles, oui. Je parle des huiles naturelles, je parle, je dirais, de tout ce qui peut apporter de la douceur et surtout tout ce qui peut empêcher oui. La rouille. C'est pour ça que les natifs de goût doivent de temps en temps passer de la pommade sur leur corps, qu'ils soient hommes ou femmes, peu importe. Ils doivent adopter une pommade pour lubrifier, lubrifier leur peau. Sinon, un natif de goût qui n'a pas l'habitude de passer de la pommade, vous allez constater que sa peau s'effrite. Sa peau s'effrite et ça durcit, la peau durcit. Comme du fer. Du fer. Voilà. Or, s'il passe la pommade, la peau est un peu normale et puis ça ne s'effrite pas. Ça, c'est parce qu'il se comporte comme du fer. Il rouille. Parce que quand le fer est mal entretenu... Si le fer n'est pas entretenu, il rouille. Donc, c'est des gens qui doivent entretenir leur corps à partir des huiles. Ça peut être des huiles ou une pommade qu'ils adoptent. Mais également les douceurs. C'est-à-dire que les sucreries, c'est ça que goût préfère. Et surtout, c'est des gens qui sont friands des viandes de brousse. Les viandes de brousse. Bélan, c'est une grande compatibilité de la divinité goût. Et quand vous leur offrez ça tout le temps, c'est que vous les mettez aux anges en quelque sorte. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le natif de goût doit pouvoir éviter tout ce qui est excitant, tout ce qui est alcool, oui. Tout ce qui est isotonique. Quand je parle d'isotonique, je parle du tonique même, je parle des boissons énergisantes, je parle des coca et tout ça, parce que les coca ça contient de l'isotonique et tout ça. Donc, ils doivent éviter ça. Puis maintenant, éviter également les excitants tels que le café, la cola. La cola aussi. Oui, la cola aussi. Goût ne consomme pas de la cola. Que ce soit vie, que ce soit goro, goût ne consomme pas du tout. Donc, le natif de goût doit éviter au maximum. Il peut prendre la rouille, mais il doit éviter au maximum la cola. Il doit éviter ça. Surtout le goro ou le vie, ils doivent éviter ça. Et ça, il va de leur intérêt. Parce que le goût qui consomme de la cola, ça faiblit. Ça faiblit. Donc, le fait que ceux-là consomment de la cola, si c'est dans un milieu initiatique où il a sacrifié pour son vaudou et il consomme, il faut que ça s'arrête là. Mais dans la vie courante, il faut qu'il évite c'est la consommation régulière de la cola. Même après, ça leur donne des palpitations cardiaques. D'accord. Ouais. C'est bien noté. Alors, à travers le phare, peut-on identifier le goût sur un signe? Oui, à partir du phare, on peut identifier le goût sur un signe du phare. Et généralement, les signes où on retrouve la lettre Gouda, oui. La lettre Gouda symbolise systématiquement la présence d'un goût. Voilà.
Et ce goût est maternel. Je dis bien la lettre Gouda, symbolise la présence du goût, mais un goût maternel. La lettre Tché, la lettre Lété, symbolise la présence de goût, mais un goût paternel. Maintenant, il y a des combinaisons en dehors de ces lettres, de ces 3 lettres-là, qui manifestent la présence de goût. Par exemple, je prends par exemple le signe Jobé, qui comporte le goût, il assume un goût. Je prends par exemple le signe Tigritula, qui ne comporte aucune lettre de goût, qui manifeste la présence de goût, mais Tigritula qui a le goût en contribution. Le goût là, c'est en contribution. Sur Jobé également, c'est en contribution. Voilà. Ce n'est pas des entités à liaison directe. Nous avons les entités à liaison directe sur le Fa, nous avons les entités à liaison indirecte, puis nous avons les entités de contribution. Donc ici, sur Jobé, goût en contribution, sur Tigritula, goût en contribution, il dit Asiawe bonda jatome, bomiye mwenda yotome. C'est-à-dire que la hache a coupé dans le pays d'Adja, on l'a retrouvé dans le pays d'Oyo, et il dit c'est ici que j'ai déménagé pour venir rester. Donc c'est là que Dibitoula manifeste la présence de goût sur son signe, mais ce goût est en contribution. Mais c'est de la même manière le signe Foutroupe qui dit à quoi le peuple bogilisme, à votre peuple bogilisme. Jero peuple bogilisme, à qui ne peut pas le bogilisme, bo gongo no ku, et les bo gengo no ku, bo fa wadjo me bini fossa. Ça qu'on a bâti votre nom, c'est dans Mali, c'est-à-dire que il y a de l'or dans le pays du Fa, il y a de la pierre précieuse, il y a de l'or dans le pays du Fa. Mais il y a un arbre devant l'entrée de cette forêt-là du Fa où il y a la fortune, et l'arbre empêche quiconque d'y avoir accès. On a tenté de l'abattre par la hache, tout le monde est mort. On a tenté de l'abattre par la manchette, tout le monde est mort. On allait voir le Fa dit d'exploiter le si à métaux. Et quand si à métaux découpe un arbre, personne n'entend le bruit. On entend seulement les cisaillements. C'est ça on dit. Akwero pobodo bogidizume. Avodo pobodo bogidizume. Ohuedo pobodo bogidizume. Bohodo pobodo bogidizume. Atindo pokado bogidizume. Begbo gon enoku. Elegbo gewon enoku. Bofaba jodo membini fosa. Osa kono boatin botono sia. Malihe. Adjohe, minou malihe. Adjohe, c'est ça qui a donné ce que les menuisiers utilisent aujourd'hui comme scie à métaux pour couper les bois, et on n'entend absolument pas de bruit. Donc, ça aussi, sur ce signe également, il y a un goût, alors qu'aucune des lettres ne manifeste la présence de goût. Et il y en a plein comme ça sur les différents signes du Fa. Donc, oui, on peut identifier à partir des lettres Gouda, à partir des lettres Tché, à partir des lettres Té, mais il y a des combinaisons qui donnent également. Sur Révélation, on apprend beaucoup de choses. Merci beaucoup, professeur, pour ces informations qui sont très, très, très importantes pour tout un chacun de nous. Chers TikTokers, n'oubliez pas de tapoter. Aujourd'hui, on doit atteindre la barre des 100 000 j'aime. C'est le défi du jour. La barre des 100 000 j'aime. Il faut qu'on relève le défi pour que, dès que ma consoeur Senalia Gago sera la dernière fois, qu'on puisse maintenir ce défi-là. Merci. Professeur, nous allons continuer. J'ai encore d'autres questions pour vous. Alors, quels sont les éléments naturels d'attache du goût? Alors là, nous avons beaucoup d'éléments naturels d'attache du goût. Déjà, nous avons parlé des scies à métaux. Oui. Nous avons parlé du fer de façon générale. D'accord. Puis après, nous avons les pierres précieuses. Les pierres précieuses. Les pierres précieuses, telles que le diamant, par exemple, le rubis et les perles précieuses, relèvent de tout ce qui est du sous-sol terrestre, relève de goût. Tels que le platinium, par exemple, l'uranium, par exemple, le plutonium, par exemple, le manganèse, tout ça, c'est en quelque sorte régi par la divinité goût. Mais en même temps, l'or, le cuivre, l'argent, le bronze, tout ça également sont des éléments naturels d'attache de goût aussi. Voilà.
Alors, au sein des trois règnes d'éléments, quels sont les minéraux, végétaux et animaux qui sont rattachés à Gou? Oui, comme les autres, je dirais évidemment, les autres divinités, Gou également dispose en son sein des éléments qui le rattachent directement aux trois règnes d'éléments, à savoir les règnes minéral, végétal et animal. Au niveau des règnes minéral, nous avons déjà les éléments du sous-sol terrestre, comme on l'a signalé, mais également les granites. Beaucoup ne comprennent pas, si vous avez Gou quelque part, vous devez avoir un morceau de granit, donc de montagne à côté. C'est ça qui fait de lui le Badagri en question. Okay, parce que Badagri est symbolisé, puisque quand on parle de Gou, c'est deux entités. Il y a Igou et il y a Badagri. Igou, c'est le métal et Badagri, c'est la montagne, les granites. Wow. Donc, il doit y avoir forcément un morceau, mais c'est un petit morceau de granit à côté de ce Gou, là, forcément. Donc, ça fait partie des éléments au niveau du règne minéral qui sont directement rattachés à Gou. Mais en dehors de ça, il y a également le métal liquide, le mercure. Le mercure, oui. Le mercure, c'est également un élément de Gou. Le mercure. Le mercure, c'est un métal, mais un métal liquide. Ça relève de l'ordre de Gou. Et ça fait partie même des éléments constitutifs. Et généralement, quand on a du mal à avoir ça, donc pour faire un Gou, par exemple, on est obligé d'aller acheter un thermomètre. Et on casse le thermomètre et on va extraire maintenant le liquide, le mercure du thermomètre, qui rentre maintenant dans la constitution de la divinité Gou. Voilà, ça c'est le règne minéral. Puis après, nous avons le règne végétal. Le règne végétal, il y a plusieurs plantes qui sont rattachées à Gou. Nous avons par exemple Asoboma. Asoboma, on appelle ça Asoboma Goumangbo. C'est une plante. Et cette plante-là, on ne la coupe pas avec du métal, avec du couteau, coupe et tout ça. On coupe avec. C'est pour ça qu'on appelle Asoboma Goumangbo. Mais après ça, nous avons également le lidjima, qui est aussi un végétal, qui est directement rattaché également à Gou. Nous avons aussi Gouho. Gouho, c'est une plante qui, de façon physique, a tendance à rivaliser avec l'iroko. Ça ressemble à la feuille de l'iroko. Donc, Gouhoma, c'est-à-dire la chambre de Gou, quoi. En quelque sorte. On utilise ça également pour Gou. Nous avons également le Anyama, qui est également pour Gou. Nous avons le Dessigama, moi aussi, qui est aussi rattaché. Le Dessigama. Le Dessigama que nous avons, c'est une plante aussi qui est rattachée à Gou. Exactement. La feuille de l'hysope, tout simplement. C'est pour ça que ceux qui font souvent les gourets, les chefs d'atelier, ils prennent ça, le Dessigama là, et mettent un métal dessus pour pouvoir invoquer le Gou pour faire leur rituel. Wow. D'accord. Tout à l'heure, quand on parlait de Gou, au niveau de l'armée, vous avez dit que nos rois utilisaient le Gou pour aller à la guerre et autres. Alors, est-ce que de nos jours, le Gou a encore peut-être joué un rôle au niveau de notre armée malgré la modernité? Je pense aujourd'hui que, comme on le dit, c'est à l'ancienne côte qu'on tisse la nouvelle. C'est vrai que je ne sais pas, parce que je n'ai plus jamais mis pied dans un camp militaire. On en construit aujourd'hui davantage. Il faut profiter pour remercier le président Patrice Talon qui fait beaucoup pour moderniser notre armée. Mais dans ces camps militaires nouvellement construits aujourd'hui, est-ce qu'on a pris soin d'installer la divinité Gou pour protéger nos vaillants soldats? Je crois qu'aujourd'hui, Gou a encore beaucoup à donner. Elle peut encore jouer un grand rôle, puisque le Bénin est impliqué sur beaucoup de fronts, impliqué sur des théâtres de front. Donc, nous envoyons nos soldats pacifier des localités à travers l'Afrique. Donc, en partant, il faudrait également qu'on puisse confier ces soldats-là à la divinité Gou pour qu'à l'aller comme au retour, que tout se passe également très bien. Donc, je pense oui, aujourd'hui, malgré la modernité, Gou peut également jouer un grand rôle dans les camps militaires qui se modernisent au Bénin davantage, quoi. Donc, je pense que le message est passé. Si nos autorités peuvent en tenir compte, ce serait voilà. Ça c'est beaucoup plus peut-être le ministre de la Défense, voilà, qui est très ancré dans la tradition, bien sûr. C'est le haut commandement militaire qui doit se saisir
de ça pour installer la divinité Gou dans les nouveaux camps militaires que l'État est en train de construire pour nos vaillants soldats. Alors, nous allons revenir au niveau de nos maisons. Est-ce que Gou est encore utile aujourd'hui, malgré la modernité, l'évolution qui s'opère aujourd'hui, aussi bien au niveau de l'homme que dans son environnement? Oui, l'évolution qui s'opère aussi bien dans l'homme que dans son environnement n'empêche pas forcément l'utilité ou la nécessité de l'érection de la divinité Gou. Seulement que ça peut se faire avec une certaine, je dirais, finesse, parce que aujourd'hui la classe moyenne est en train d'émerger davantage. Nous avons de très belles maisons qui sont construites, mais ces maisons-là ont besoin d'être soutenues par la divinité Gou. Mais comme on le faisait hier, au temps jadis, où on installait la divinité Gou au beau milieu de la maison, et n'importe qui rentre, il voit. Non, on peut aménager un coin quelque part dans la maison, parce que le Gou, on ne lui fait pas de toiture. Il faudrait que quand il pleut, la pluie tombe dessus, quand il fait soleil, que la chaleur le recharge. Donc, on trouve un coin quelque part, peut-être derrière la maison, et on aménage, même si c'est 50 sur 50 cm², là, on aménage et puis on installe la divinité Gou. Parce que toute maison a besoin d'être soutenue par la divinité Gou. Le Gou, là, c'est indispensable. Même si vous n'avez pas le fa, une fois que vous construisez une bonne maison, vous devez installer le Gou dedans. Que vous y croyez ou pas, parce que dans la tradition, dans le monde vaudou, on n'a pas besoin de croyance. Nous sollicitons les divinités pour notre bien. Donc, vous l'installez là et puis vous la sollicitez pour votre bien-être et le bien-être de votre famille. Et pour vous. Donc, je pense qu'aujourd'hui, malgré que nous construisions de grands édifices et tout ça, nous avons besoin, juste à côté, dans un coin, la divinité Gou pour consolider cette maison-là, tant sur le plan visible qu'invisible. D'accord. Alors, dans l'artisanat, beaucoup de patrons d'ateliers accordent du prix au rituel de Gou pour les nouvelles apprentis. Ce rituel est-il encore utile et en quoi consiste-t-il? Je pense que même de nos jours, il y a même des chefs d'atelier, des artisans, des maîtres artisans qui sont d'obédience peut-être étrangère, donc exogène, mais néanmoins prennent toujours la disposition de faire ce rituel-là au nouvel apprenti pour le mettre en harmonie avec ce qu'il veut apprendre. C'est ça qu'ils appellent un dogwalomenme. C'est un rituel qui permet de donner de la résistance et de la résilience à l'apprenti qui veut s'engager sur le domaine de la profession. Donc, pour mieux, non seulement se comporter et mieux avoir la capacité d'aller plus loin dans sa quête d'apprenti, on lui transmet l'énergie de la résilience, on lui transmet l'énergie de la virilité, l'énergie de la solidité, l'énergie de la stabilité, l'énergie qui transcende tout, on lui transmet. Donc, c'est symbolique, ce qui est fait, certes, mais ils utilisent toujours des outils symboliques du Gou pour manifester la transmission de cette énergie-là au nouvel apprenti qui, aujourd'hui, est nécessaire, est capital, parce que notre environnement s'y prête très bien. Donc, le nouveau tailleur, la nouvelle couturière ou peut-être l'apprenti coiffeuse qui vient, il est de bon ton qu'on puisse le confier à l'invisible. Ça fait référence également de façon symbolique aux aînés qui ont précédé tout le monde dans ce métier-là. Donc, ceux-là viennent assister l'enfant et lui permettre d'aller jusqu'au bout de sa quête d'apprenti. Donc, aujourd'hui, oui, c'est encore très indispensable pour que le maître artisan puisse transmettre l'énergie de résilience au nouvel apprenti afin qu'il puisse aller au bout et que en dehors de cette étape-là, du fait qu'il soit apprenti, parce que c'est un rituel aussi qui permet de constituer, qui permet de créer et qui permet de recevoir l'apprenti. Donc, c'est un rituel qui permet comme je l'ai dit, de constituer, de créer, de recevoir l'apprenti et de lui permettre de gravir les échelons jusqu'à devenir maître.
Et dès qu'il va atteindre la maîtrise, oui, il peut voler maintenant de ses propres ailes. Et comme ça, on le libère en quelque sorte. Il reçoit sa licence afin de pouvoir lui-même maintenant commencer par capitaliser ses expériences et pour évoluer. Donc, tout ça, c'est symbolique, ce que nos aînés font ici. Et ailleurs, on dira que, bon, ils sont de véritables artisans. D'accord. Parce que j'ai toujours vu ça, mais je n'ai jamais compris le vrai sens de ce rituel-là. C'est un rituel de transmission d'énergie, de résilience. Alors, existe-t-il une relation entre Go et Krébiosso, pour ne pas dire entre Go et le feu? Oui, il existe une relation entre Go et le feu. Vous savez, l'homme a pu combiner l'énergie du feu cosmique et Dieu Mars qui est Go. Et ça depuis déjà plusieurs siècles. Je dis plusieurs siècles parce que c'est la combinaison de Go et de Krébiosso qui a donné les armes à feu. Le Go et le Krébiosso, c'est la combinaison des deux qui donne les armes à feu. C'est-à-dire que la poudre à canon, par exemple, relève des attributs de Krébiosso. Le métal qui est utilisé pour faire la balle relève d'attributs de Go. Et la fusion des deux propulse maintenant la balle pour aller faire l'impact qu'on veut. C'est cette même intention qui a animé certains scientifiques à exploiter le feu à travers l'uranium pour produire les bombes. Le feu et l'uranium. L'uranium, c'est un des éléments du feu. Non, du feu. L'uranium, c'est il contient du feu. L'uranium contient du feu en lui-même. Malgré que ça soit un attribut de goût, il contient Krébiosso en son sein. Wow. C'est pour ça qu'il donne l'énergie pour produire l'électricité. Donc ce Krébiosso-là qui est en son sein, alors qu'il est une caractéristique de goût, il détient déjà la combinaison des deux, la poudre à canon et le métal en même temps. Donc on fusionne ça pour produire de l'énergie. Et c'est ça qui est la base de la destruction par la puissance et la force du feu cosmique, qui est une force incendiaire qui pulvérise tout sur son passage. Et là également, il faut souligner que cette combinaison du fer, donc de la résistance et du feu qui constitue l'uranium, mais il y a également beaucoup d'autres choses, est une énergie combinée. Parce que généralement, les énergies apprivoisées sont souvent isolées, mais là, c'est une énergie combinée. Donc, si bien que quand vous prenez l'uranium, un morceau d'uranium, vous avez en son sein goût, et vous avez en son sein Krébiosso. Les deux sont combinés là pour produire de l'énergie. Et là, c'est percutant parce que quand ces deux divinités se mettent ensemble, il n'y a rien de bon qui sort, quoi. D'accord. Nous sommes presque à la fin de la première partie de cette émission parce que juste après, il y a bien sûr la phase des questions-réponses. Mais avant, professeur, je vais vous demander de nous réciter quelques litanies de la divinité Go pour ceux qui nous regardent. Oui, bon, la litanie, vous savez que ce sont les éléments, je dirais, constitutifs de goût ou ces attributs ou ces diverses formes de manifestations qui sont agencées. Et là, en ces termes, on parle de gourou dans le camp. Gourou dans le camp, c'est-à-dire que goût qui peut étendre ses tentacules ou qui peut infiltrer n'importe quel milieu. On l'appelle Adjagligli, c'est-à-dire que l'intrépide en quelque sorte. Go pameto bo pameno, c'est-à-dire pavé en Yoruba veut dire tuer. Go tue papa et tue maman. Donc il ne fait pas de distinction. Et c'est ça, on dit go pameto pameno dit pa kotoliolio a taranyange et donc flémé zorere. Et là c'est pour faire allusion aux forgerons et qui utilisent également aux métallurgistes quoi. Et donc awayatok bedebo fléméti vim, c'est-à-dire que tu as éliminé le forgeron et puis la forge s'est éteinte. Voilà. Et ça fait partie de quelques caractéristiques de goût. On parle encore de la Tarayange,
Et donc, quand il gon kono do hogo et tout ben mi da quand il hogo et tout ben mi da et là, ça me rappelle parce que je ne suis pas allé jusqu'au bout par rapport à ce que tu as, la question que tu as posée par rapport aux trois règnes d'éléments. Nous avons parlé du règne minéral, du règne végétal, mais on n'a pas abordé le règne animal. Et là, on aborde le règne animal parce qu'au niveau du règne animal, nous avons par exemple l'éléphant. L'éléphant. L'éléphant est un attribut de goût. L'éléphant même. L'éléphant est un attribut de goût. Et c'est pour ça qu'on dit ein zundo kakabona hosre golo lale bio. C'est-à-dire que quand la forêt est touffue et le passage est carrément impossible. L'éléphant trace le chemin et les autres animaux suivent. Comme on le dit, à l'idée sous l'éléphant trace le chemin et tout le monde suit. Le technicien nous fait signe de savoir qu'il reste une semaine. Donc, après ça, nous avons le rat. Oui. Le rat également est un attribut. Le rat, la souris que nous avons dans la chambre, là, oui, c'est un attribut de goût. Comment ça? Si vous voulez donner à manger à goût et que vous n'avez pas un goût à côté, préparez votre manger et donnez au rat. Goût à déjà manger. La souris que nous avons dans nos chambres là, oui, si vous voulez donner à manger à goût, que vous n'avez pas goût à côté, que vous trouvez la souris dans la chambre, préparez le manger, faites vos vœux dessus et déposez pour que la souris vienne manger. C'est goût qui a déjà mangé. Wow, on n'a pas besoin d'avoir la divinité. Si vous donnez à manger à un éléphant, c'est que vous donnez à manger à goût. Vous donnez à manger au rat, c'est que vous avez donné à manger à goût. Waouh! Ça, c'est une révélation. D'accord. Alors, pour la litanie, c'est fini. Bon, je m'en arrête là. Hein. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, chers Facebookers, TikTokers. Vous êtes sur Révélation et nous sommes en train de finir, boucler comme ça la première partie pour vous permettre de poser vos questions que le professeur va nous aider à répondre. Merci à tous ceux qui nous suivent de par le monde et merci également à la technique de l'autre côté qui fait feu de tout bois pour que vous ayez une bonne qualité de son et une belle image. On se retrouve alors tout à l'heure, dans quelques minutes, pour la seconde phase. Et au cours de cette phase, nous allons parler également de quelques ouvrages du professeur et d'un événement qui se programme toujours pour votre plaisir. Merci, à tout à l'heure. Alors, professeur, on est de retour. Merci d'être toujours disponible pour nous apporter la lumière, la connaissance. En attendant les questions, nous allons parler de quelques ouvrages du professeur et, comme je disais tout à l'heure, d'un événement qui s'organise pour très bientôt. Alors, nous allons commencer par le livre Cédric Bédo, qui est déjà disponible. Cédric Bédo, voilà, qui est déjà disponible, professeur. Parlez-nous un peu de cet ouvrage, Cédric Bédo. Cédric Bédo, au fait, c'est une autobiographie pour expliquer et apporter des réponses. Parce que pour certains, Kofi Asa est une énigme, pour d'autres, quelqu'un m'a même caricaturé d'extraterrestre, alors que j'ai un père bien connu. Pour d'autres, c'est peut-être un envoyé de Dieu, pour d'autres, c'est peut-être un ange. Non, je suis un humain. Je ne suis pas un ange. Et Cédric Bédo apporte une réponse parce que au même moment, il y a aussi des détracteurs. Hein, il y a des détracteurs qui inventent des histoires sur Kofi Asa, qui s'accrochent peut-être à ma vie privée pour inventer plein d'histoires, oui, à dormir debout et tout ça. Et comme on le dit en fond, c'est que celui qui porte un nom, tant qu'il est debout, son nom, on ne s'amuse pas avec son nom, en fait. Donc, c'est pour moi la réponse, oui, aux diverses préoccupations de nos compatriotes qui veulent savoir réellement c'est qui professeur Kofi Asa et quel est son parcours, par où il est passé,
Puisque beaucoup le savent, et ceux qui m'ont connu il y a très longtemps qui le savent, nous ne sommes pas une génération spontanée. Non. La tradition pour nous, c'est comme une manière de vivre. Moi, je suis né, mon père est vaudouisant, ma mère est vaudouisant, mon grand-père paternel et maternel vaudouisant, ma grand-mère maternelle et paternelle vaudouisant, ainsi de suite, sur plusieurs générations. Donc, je ne connais que ça dans la famille paternelle comme maternelle, je ne connais que ça. Donc, c'est tout ce parcours-là et comment quand j'ai commencé par être initié, parce que j'ai commencé mes premières initiations à l'âge de 12 ans. Donc, j'ai relaté tout ça dedans. Ma lignée royale également, et mes divers initiateurs, hommes comme femmes, et tous ceux-là qui m'ont soutenu dans l'ombre et qui ont facilité mes recherches matériellement, financièrement, avec des conseils et autres. J'ai relaté, en fait, c'est ma vie que j'ai relatée pour apporter une réponse à mes admirateurs, qui peut-être manquent quelquefois d'informations pour me défendre quand je suis attaqué et tout ça, et également à mes détracteurs pour leur dire réellement, s'ils veulent savoir ce que je suis, voilà ce que je suis Cédric Bédo. Et c'est pour ça que j'ai donné ce titre-là à cet ouvrage, Cédric Bédo, qui m'a permis de me replonger dans mes divers parcours initiatiques sur le phare, sur le vaudou, au niveau des vertus des éléments, au niveau de la grande connaissance, la haute connaissance et tout ça, et également mes relationnels. J'ai abordé également l'épineuse question de mon engagement politique aux côtés du président Jacques Kayadji et de Patrice Talon. J'ai abordé tous ces événements-là. Et pourquoi je me suis engagé en politique? J'ai abordé tout ça dedans parce que, vous savez, les gens, quand ils ne vous comprennent pas, chacun invente, invente tout ce qu'il veut. Donc, j'ai décidé de répondre à ces préoccupations-là, moi-même, mais pas un écrit que je veux assumer. Pas parler sur les ondes seulement, non, c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire ça et que j'assume ce que j'ai également écrit. Voilà, donc voilà Cédric Bédo en résumé. Cédric Bédo, c'est l'autobiographie du professeur Kofi Azar. Vous voulez connaître qui est le professeur Kofi Azar, son parcours, pourquoi il s'est engagé dans la politique. Cet ouvrage est déjà disponible. Il suffit de composer le 97 18 13 13 pour vous renseigner et vous encourager. Je dis bien le 97 18 13 13. Appelez et on vous dira comment faire pour avoir cet ouvrage. Je dis bien, c'est Cédric Bédo, c'est déjà disponible pour... Même dans les librairies. Dans la librairie. Vous pouvez trouver ça à Phoenix, à Gary. Vous allez à Phoenix, à Gary, vous pouvez également trouver le document Cédric Bédo. Donc, c'est dans la librairie Cédric Bédo, il y a disponible. Nous allons rester dans le même registre et parler d'autres ouvrages qui sont en voie de paraître. Oui, d'ici quelques jours. D'ici quelques jours, je pars d'abord de Révélation sur les Minonans, tome 2. Je pense qu'il y avait déjà Révélation Minonans, tome 1. Oui, il y avait Révélation Minonans, tome 1. Là, maintenant, va apparaître bientôt, si je peux m'exprimer ainsi, tome 2. Voilà, Révélation sur les Minonans, tome 2. Voilà, c'est un ouvrage de 155 pages. De 155 pages. Alors, pourquoi Révélation sur les Minonans, tome 2? Ici, c'est bien mentionné, Voyage au cœur de la reine de la nuit, Sankhosou. Vous savez, la sorcellerie, aujourd'hui, est un sujet tabou. Je pourrais être terre à terre. La sorcellerie, si on parle de Minon, la sorcellerie aujourd'hui est un sujet tabou au point où c'est devenu le fonds de commerce des églises, même des vaudouisants, même des je dirais, néo-spiritualistes. La sorcellerie est devenue le fonds de commerce de tout le monde. Donc, il suffit de commencer par dire qu'on combat la sorcellerie, et puis bref, tout le monde accourt parce que tout le monde se dit embêté par la sorcellerie. Et pour apporter une réponse à ça et révéler réellement ce que c'est que la sorcellerie, j'avais écrit le tome 1, Révélation sur les Minonans, tome 1. Mais dès que je n'ai pas pris des précautions, bien sûr, à l'époque, je crois qu'il y a plus de 15 ans de cela, j'ai pris des précautions, j'ai sorti le livre,
Et les jours qui ont suivi, je crois, 2 ou 3 jours après, j'ai été interpellé par les minants. Mais tu viens de faire quoi? Je dis, mais j'ai fait quoi? Il dit, mais ce que tu as écrit, est-ce que tu as relu pour savoir? Tu nous as mis à nu. Ah, je prends 2 points, je lis. Pose-moi maintenant, je découvre que oui. Je suis allé trop loin, dit, il faut nous retirer tout ça de la circulation. Vous avez tout retiré. Plusieurs milliers d'exemplaires avaient été édités déjà. Tout a été retiré et brûlé. Elles ont ordonné que tout soit systématiquement brûlé. Donc, plus de 5000 exemplaires du document, du livre qui a été tiré, tome 1, Révélation sur les minants, j'étais contraint de tout brûler. J'ai pris mon temps. Et des années après, j'ai commencé les négociations avec elles. Parce que les gens, il ne faut jamais chercher à les affronter. Vous pouvez être le plus puissant de la terre. Vous ne pouvez jamais les affronter et gagner. Je dis bien, vous pouvez être le plus puissant de la terre. Vous ne pouvez jamais affronter les minants et gagner. Ce n'est pas possible. Il faut négocier. Il faut négocier. J'ai commencé à négocier. La négociation a duré 3 ans. Je dis, bon, d'accord. Maintenant, ça là que tu as dit là, sort. Ça que tu as dit, sort. Ça ne dit plus ça. Ça ne dit plus ça. Là ne dit plus ça. Là ne dit plus ça. Ils ont censuré le document. Et on m'a autorisé maintenant à écrire le tome 2. J'ai écrit le tome 2. Que voici. Voilà. Mais j'ai compris que le tome 2, ça ne suffit pas. Je suis rentré encore en négociation. Ça a duré pratiquement près de 7 ans. Et 7 ans après, j'ai reçu l'autorisation de publier le tome 3. Donc, c'est comme ça la révélation de Minona est sortie. Donc, c'est pour ça que nous avons tome 2 et tome 3. Et tome 3. Tome 2, il y a des spécificités. Dans le tome 2, nous avons les différentes ramifications de la sorcellerie. Mais on n'est pas allé au fond. Et la manifestation de ce qu'on appelle Zanji, qu'est-ce que c'est réellement? La vérité sur ça, c'est dans le tome 2. Et les carrefours, les grands carrefours, quelles sont les énergies qui prédominent au niveau de ces carrefours-là? Et quels sont les rituels que les minons font à ces carrefours-là? C'est dedans. Le Zangban, quand on dit Zangban là, l'historique des Zangban. C'est-à-dire que le Zangban là, ça a commencé comment? Puisque ce n'est pas spontané. Le Zangban a une histoire symbolique. Donc, comment ça, le Zangban a commencé, ce que c'est devenu aujourd'hui. Et j'ai donné quelques Zangbans, environ une dizaine de Zangbans dedans, qu'on peut faire pour se mettre à l'abri des persécutions de la sorcellerie, pour se mettre à l'abri des affres nuisances de la sorcellerie. Parce qu'on combat juste les affres et nuisances de la sorcellerie. Mais on ne combat pas la sorcellerie. Parce que c'est une science. Et elles-mêmes ont l'habitude de le dire, hein, les minons ont l'habitude de dire, toute chose combattue se nourrit de l'esprit du combattant et finit par le détruire. C'est-à-dire que chaque fois que vous les combattez, ils vont se nourrir de votre propre esprit. Et de votre fond intérieur, ils vont vous détruire. Ils ne vont même pas vous toucher physiquement, non. Ils vont juste semer la graine en vous. Et c'est cette graine qui est en vous là qui va vous détruire. Simplement, et puis elles continuent leur chemin. Donc, j'ai expliqué tout ça à l'intérieur de ce tome 2. Et maintenant, les autres dispositions qu'on peut prendre pour se mettre à l'abri de la sorcellerie, pour ne plus être embêté par la sorcellerie, j'ai tout détaillé dedans. Ça n'a pas été censuré. C'est vrai qu'on a publié, il y a un moment, l'ouvrage, il y a eu rupture de stock, on a republié une deuxième fois, il y a également rupture de stock, et la 3e publication, c'est ça qui va sortir en début de semaine prochaine. D'accord. Donc, vous l'avez vu, hein, nous avons Révélation sur les minons, tome 2 et tome 3 qui vont paraître la semaine prochaine. En début de semaine prochaine. Donc, voilà. Nous avons beaucoup d'ouvrages pour vous. Vous voulez mieux connaître, d'accord, les minons. Comment ça se manifeste? Le mieux, c'est de lire ce document. Voilà, le mieux, c'est de lire ce document. La bombe, c'est le tome 3. La bombe, c'est le tome 3. C'est le tome 3. Vous allez voir que le tome 3 est plus petit que le tome 2. Exactement. Mais contient plus d'informations que le tome 2. Que le tome 2. Parce que j'ai vraiment pris soin de négocier pour révéler certaines choses. Dans le tome 3, vous savez, c'est que j'ai expliqué le mécanisme. Je dis bien, j'ai expliqué de fond en comble le mécanisme de fonctionnement de la sorcellerie. Comment ça se passe réellement et qu'est-ce qui se cache réellement derrière ça, quoi. Et comment la sorcellerie a infiltré et continue d'infiltrer tous les milieux. Mais au même moment,
j'ai apporté une réponse à ceux qui pensent que, parce que j'entends des hérésies spirituelles sur les ondes, et même des spiritualistes dignes de respect, j'ai dit bien dignes de respect, racontent des âneries sur la sorcellerie. Je me demande, mais ils sont allés chercher ça où? Et ils ont été initiés comment? Qui les a initiés véritablement? Quand j'entends de roses initiés, je suppose qu'ils sont de roses initiés parce qu'avec leur trempe et tout ce qu'ils font, ils méritent respect et tout ça. Mais dire que il y a 41 sorciers, il y a Zenoukun Klo, Zenoukun Allé, et c'est hérésie, quoi. C'est-à-dire que Azélandou, Azéitifo, Allo, non. J'ai expliqué dans ce que c'est que réellement. La sorcellerie, on ne peut même pas. On peut pas cadrer la sorcellerie, c'est pas possible. C'est une science dynamique. C'est une connaissance qui est dynamique. Ce n'est pas une connaissance statique. Il n'y a pas Azé Nkunkulko, il n'y a pas Azé Tifo, Azé Landou, Azé Azon. Non, ça c'est de la chimère. La sorcellerie a infiltré tous les milieux. Et on ne peut pas dire qu'il y a tel nombre de sorciers. Si quelqu'un vous dit qu'il y a 41 sorciers, c'est faux. La sorcellerie, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est la sorcellerie. C'est en fait, la plupart du temps, les gens parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Quand vous n'êtes pas initié à l'ordre des Minonans, passez votre chemin. Je dis bien, si vous n'êtes pas initié à l'ordre des Minonans, là, passez votre chemin. Quand les gens parlent de la sorcellerie, oubliez, quittez là, quoi. Parce que vous ne savez pas de quoi il s'agit. Tant que vous-même là, tant que vous n'avez pas fait l'immersion, comment vous voulez savoir si ça pèse devant? Ah, vous donc on est à contre vous donc on non et non prendre goudou on dit non peut avion vous donc va tatouer quoi et tatouer quoi vous donc tatouer na ha bon entre vous donc point de non et non prendre goudou donc tant que vous n'êtes pas à l'intérieur et que émander à mon fond grand domaine et ça que émander à mon si nous continuons ne parlez pas de la sorcellerie. Donc j'ai expliqué dedans et j'ai donné des exemples concrets comment à travers le lion on a pu capitaliser la sorcellerie du lion. Puisque, en fait, la Z dont on parle là, c'est la prédation. Hein. C'est la science de la prédation. C'est tout. Et cette science de la prédation là se retrouve partout. Même dans les plantes, il y a des plantes qui sont des plantes prédateurs. Des plantes cannibales. Des plantes carnivores. Il y a des plantes qui ne consomment que de la chair. Soit des insectes, des animaux, même de la souris. Et digèrent. Ça là, c'est la sorcellerie. C'est le haut niveau. C'est comme le dit Léa, c'est le haut niveau. Voilà. Quand vous rentrez dans les animaux, nous prenons les félins. Nous savons que les félins ne consomment que des herbivores. Oui. Ils sont des carnivores. Et cette puissance de prédation qu'il y a à l'intérieur des félins, c'est ça qui est domestiqué, densifié et maintenant ingurgité. Ce qui fait que cet individu-là devient un prédateur pour ses semblables. Donc, il peut faire du bien comme il peut faire du mal. Avec ça, il peut protéger sa famille et protéger ses proches avec cette connaissance-là. Mais chaque peuplade a développé diverses formes de prédation du lion. C'est où je vais en venir pour dire on ne peut pas cadrer 41. Non. La forme de prédation du lion qu'on a développée, par exemple, au niveau de l'ordre des fonds, ce n'est pas la même chose chez les Minans. Ce n'est pas la même chose chez les Yoruba. Ce n'est pas la même chose chez les gens du Nord. Parce que dans toutes les peuplades existe la puissance de prédation. C'est cette puissance de prédation-là qu'on appelle vulgairement sorcellerie. Et ça, maintenant, même quand vous rentrez, par exemple, dans les oiseaux, il y a des oiseaux qui consomment des graines, des plantes, des feuilles et autres. Mais il y en a qui ne consomment que la chair, tels que les aigles, le vautour et autres. Ceux-là, ces oiseaux-là, dans chaque peuplade, il y a des connaissances diverses de densification qui sont liées à ces oiseaux-là qu'on ingurgite pour incarner la puissance de prédation de l'aigle. Et quand vous incarnez cette puissance de prédation, vous protégez, vous vous défendez, mais vous pouvez également attaquer avec. Et c'est ça. Et dans chaque peuplade, il y a diverses connaissances liées à ça. Donc, on ne peut pas cataloguer. C'est la même chose chez des serpents. Il y a des serpents qui se nourrissent de rongeurs, d'autres se nourrissent des fruits, d'autres des insectes. Mais il y a d'autres serpents qui sont des cannibales, qui se nourrissent d'autres serpents et qui les avalent bruts.
la puissance de prédation que ce serpent utilise pour avaler son semblable, c'est ça qu'on a ingurgité. C'est tout pour agir sur notre semblable. Donc, c'est la puissance de prédation qu'on récupère chez les animaux, chez les minéraux, chez les végétaux, et qu'on ingurgite. Et c'est fini. Et c'est tout. En fait, c'est tout ce que nous mangeons là qu'on récupère avec les restes de certains, et puis on ajoute, on prépare, et puis pouf, vous avalez. Et la puissance se révèle en vous, se révèle en vous, et vous découvrez. Maintenant, autour de cette puissance acquise-là, il y a des techniques que les minons ont développées. Et ces techniques-là aussi, ils sont appelées AZ. Je donne un exemple. C'est comme la téléportation. Oui. Aujourd'hui, la science est en train de prouver la téléportation. Oui. La téléportation est utilisée à deux niveaux. D'abord, la téléportation est utilisée pour se déplacer avec des scaphandres. Oui. C'est-à-dire que je suis à Parakou, je dispose. Et comment densifier les scaphandres? J'ai mis ça dans le document. Tome 3. Révélation de tome 3. Je suis à Parakou et puis j'ai besoin d'agir sur quelqu'un positivement ou négativement, peu importe. Je ne juge pas. À Cotonou, si j'ai un scaphandre de l'aigle, je sors physiquement, je sors spirituellement oui. de mon corps et mon esprit prend possession de l'aigle qui est le scaphandre et fait l'aller-retour Parakou-Cotonou. Et arrivé ici, j'agis maintenant. Mais le problème qui se pose avec l'usage des scaphandres, c'est que les courts-circuits dans les maisons peuvent vous dématérialiser. C'est-à-dire que si vous passez sur une maison, et soit c'est ce qui se passe, les gens pensent que bon, c'est la prière, c'est non, c'est faux. Si la maison a un court-circuit électrique, naturel, c'est l'électricité là. Oui. Quand ça a court-circuit en ce moment-là, au moment où le scaphandre passe en l'air, peut-être à 100 mètres ou 200 mètres ou même 1 kilomètre de haut, oui. S'il y a court-circuit, ce court-circuit-là interagit sur le scaphandre qui se dématérialise et tombe. C'est là que les gens disent que... C'est là qu'on a attrapé un oiseau. Mais puisque si le scaphandre tombe, l'initié a deux possibilités. Oui. La première, c'est d'éviter l'humiliation et de dissoudre son esprit. Il dissout l'esprit, le corps meurt là-bas. La deuxième possibilité, c'est d'accepter l'humiliation et de téléporter son corps depuis Parakou à Cotonou en 2 secondes. Il téléporte son corps depuis Parakou là à Cotonou en 2 secondes. Si bien qu'il dissout le corps du scaphandre, donc de l'aigle, ou de l'hibou, ou de la chouette, il dissout le corps et son corps même se rematérialise et prend possession de son esprit. Et là, on le voit peut-être même physiquement et nu. Et quand on voit ça, on dit, ah, mais c'est juste une technique qu'il a utilisée. Une technique qu'aujourd'hui la science prouve, c'est la téléportation et la dématérialisation. Donc, psychologiquement, il dématérialise le corps, le scaphandre, il téléporte son corps et puis il reprend vie. Mais il sera humilié, tout le monde saura que bon, c'est un initié et tout ça là. Bon, la famille va le rejeter, des trucs comme ça. Bon, bref, ça, c'est des choses qui arrivent. Les conséquences sont énormes. Voilà, les conséquences sont énormes. Mais après ça, nous avons la rematérialisation. Et ça, c'est ce que beaucoup utilisent aujourd'hui, la rematérialisation. La rematérialisation, c'est quoi? C'est-à-dire que on prend un animal mort, oui. On le rematérialise, on lui donne vie au fait. Et cet animal-là est utilisé comme scaphandre, mais scaphandre non habité. C'est comme un drone. Puisque le scaphandre, c'est comme un avion. Puisque l'appareil est là, oui. Et le corps est dedans. Donc, il y a quelqu'un qui pilote. Oui. Mais quand on fait la rematérialisation, c'est comme un drone. Il n'y a personne qui pilote. Le pilote est peut-être dans sa chambre à coucher, en train de manger et en train de piloter son drone. Pour avoir des renseignements, pour avoir des informations. Donc, l'oiseau va passer sur votre maison, mais saura tout ce que vous êtes en train de faire dans la maison. L'oiseau saura tout ce que vous êtes en train de faire dans la maison. Et va scanner tout ce que vous êtes en train de faire. Et quand l'oiseau va finir de scanner, au moment où l'oiseau est en train de scanner, lui, il vit ça en 3 dimensions, dans une calebasse. Une petite calebasse, c'est à peine point d'égbe, c'est une petite calebasse de 100 francs là. Ça suffit pour voir tout ce que l'oiseau voit, lui voit.
Donc, si il vous appelle, par exemple, que physiquement, il vous dit, tu es où? Tu dis que je suis à Ménotin. Alors que tu es à Boycon, ben, il va passer par là, il sera là. Il peut te géolocaliser à tout moment. Donc, Rapidement. ce scaphandre-là, neutre, donc comme un drone, aujourd'hui, Oui. est utilisé pour espionner. Donc, si tu me mens, je sais là où te trouver. Et si je veux agir, en fait, ça permet à l'initié de savoir où se trouve l'individu. Puis maintenant, s'il veut envoyer une missile, il envoie la missile. Et tout ça, maintenant, il y a la reproduction 3D. Oui. Vous savez que aujourd'hui, la science a commencé par faire ça, hein, mais il y a des machines qui sont imprimées, qui impriment même des maisons entières en 3D. En 3D. Oui. La version 3D, là, depuis des siècles, nos aînés utilisaient ça. Nos aînés utilisaient ça depuis des siècles. Et c'est maintenant que la science... C'est maintenant que la science a avoir accès à ça. C'est-à-dire que celui que je veux est peut-être à Wenhi, oui, ou à Goni. Il suffit d'avoir soit un témoin. Un témoin, c'est un habit que la personne a utilisé, ou avoir son nom de famille, prénom. Et avec le nom de famille, prénom, on appelle son destin, son esprit. Et avec l'esprit, on rematérialise le corps. On rematérialise le corps, ça peut être en pigeon, ou en oiseau, ou en poulet, ou en mouton, et tout ça. On rematérialise le corps. On reproduit le corps en 3 dimensions. Donc, vous allez voir l'individu là, de la tête jusqu'au pied. Maintenant, là, tout ce qui est fait à cet individu-là, l'autre ressent ça là-bas. L'individu qui est reproduit en 3 dimensions ici, il suffit de lui enfoncer un clou dans le corps et de le renvoyer. Il retourne à son propriétaire, le clou se retrouve dans la chair du propriétaire. C'est tout, au fait. En fait, c'est des techniques. Ça n'a rien de je vais utiliser le mot, ça n'a rien de sorcier, ça n'a rien de... Je dirais, en fait, quand vous accédez à ça, d'extraordinaire, non. Quand vous accédez à ça, c'est un jeu, en fait. En fait, les sorciers là qu'on craint là, eux-mêmes, ils nous craignent. Parce que, en fait, ils jouent avec nous. C'est comme on joue Nintendo, quoi. Ils jouent avec nous, c'est tout. Ils jouent avec ça. Mais à la base, ce n'était pas fait pour ça. À la base, c'était fait pour aider. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, beaucoup continuent de l'utiliser. Hein. C'est comme le principe de la téléportation, par exemple. Oui. On peut téléporter un médicament dans le corps d'un individu qui a 6 000 km à 10 000 km. On peut téléporter un médicament dans son corps. Mais le processus de téléportation d'un médicament pour soigner un individu à distance, c'est le même processus qui est fait pour envoyer des tessons de bouteilles dans le corps de l'individu. Et l'individu va tomber malade, on va dire que c'est Tchakatou. Ça me fait du bien. Donc, c'est le même, c'est-à-dire le même modus operandi qui est utilisé pour faire le bien, c'est ce même modus operandi qui est utilisé pour faire le mal. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas un sorcier mauvais, il n'y a pas un sorcier bon. Ceux qui vous disent qu'ils sont les bons sorciers, là, ils sont plus, si réellement ils sont initiés, ils sont même plus dangereux que ceux qui ont peut-être de mauvais. Ceux qui ont peut-être de mauvais, c'est qu'ils ont quoi. C'est-à-dire que ils ont la rancœur. Ils ont la rancœur, ils ont la haine. Et ils orientent cette connaissance-là dans la haine. Mais ceux qui ont été formés, moulés, et qui ont reçu les valeurs morales, ils ne vont jamais l'orienter. Mais il arrive des moments où ceux qui sont uniquement sur la voie du bien, rien que du bien, il y a eu des moments où, quand on a dos au mur, on a recours à ces trucs-là pour peut-être baliser le terrain. Mais ce n'est pas des décisions qui sont prises à la hâte. Et vous allez voir, quand plus quelqu'un accède à cette connaissance-là, plus il devient patient, plus il devient calme. Vous pouvez l'insulter matin, l'insulter midi, l'insulter le soir, il ne va même pas vous répondre. Il faut craindre ceux-là. Si vous voyez quelqu'un qu'on insulte matin, midi, soir, il a la possibilité de se défendre et il ne se défend pas, il faut le fuir, il faut le craindre. C'est le prototype du diable. Parce que le jour, il décide de vous écraser là. Il vous écrase comme une mouche. C'est vite fait, bien fait. C'est vite fait. Mais quand vous accédez à ces gens de pouvoir, on est obligé d'être tolérant. On est obligé d'être pacifique. On est obligé d'être patient. On est obligé de tout assimiler, de tout accepter. Sinon, vous allez devenir un diable pour vous-même. Voilà. Et pour votre environnement média. Parce que quand on commence par le faire, on y prend goût. Et détruire devient une manière de vivre. Et c'est tout ça là que j'ai expliqué dans le tome 3. Et j'espère qu'ils ne vont pas censurer ça cette fois-ci. Vous voulez mieux connaître la sorcellerie. J'utilise le terme là.
Oui, pour être plus Pour vulgaire, être quoi. plus vulgaire, vous avez ces deux ouvrages, excusez-moi, vous avez ces deux ouvrages qui vont sortir très bientôt, pour ne pas dire la semaine prochaine. Donc, faites diligence pour ne pas rater le stock qui va sortir, parce que je suis sûr et très sûr que S'il ça ne va, s'ensuit que pas. ça va pas traîner. Et non, je pense bien, je prie que cela ne soit pas censuré pour que nous puissions avoir accès à l'information qu'il faut Voilà. pour notre propre bien d'abord D'abord, et pour le bien de la de communauté. la communauté. Nous avons appris que vous organisez une conférence publique le 10 août prochain. Oui. C'est à quelle occasion? Je montre déjà l'affiche. Voilà. C'est prévu pour le 10 août. Oui. C'est une conférence publique sur le thème connaissances et pouvoirs. Oui. C'est à quelle occasion, professeur? Connaissance et pouvoir, c'est une conférence que j'ai prévue suite à la volonté manifeste des membres de la communauté Comprendre au Nord, parce que nous avons un forum qui compte plus de 1500, deux forums, parce qu'il y a un sur lequel il y a plus de 1000 membres et d'autres sur lequel il y a plus de 500 membres. Donc, ça a plus de 1500 membres au niveau de la communauté qui ont voulu qu'on marque l'an 1, parce que ça fait à peine un an qu'on a mis en place ce creuset-là d'échange direct avec le poste hasard. Et nous avons, qu'est-ce qu'on fait? Et il a été décidé que nous puissions, tous les membres de ce forum puissent se réunir pour échanger, se connaître de visu, parce que beaucoup de gens me découvrent à travers les réseaux sociaux, mais ne m'ont jamais vu, et ceux-là veulent me découvrir. Mais le facteur déterminant, c'est que pendant ces un an-là, nous avons près d'une cinquantaine d'émissions qui sont réalisées sur le forum, 1 à 2 heures. Et la plupart de ces émissions-là ont été transcrites. Près de 300 pages ont été transcrites. Et au cours de ces émissions, il y a des connaissances qui sont transmises, il y a des rituels vraiment confidentiels qui sont transmis, des recettes aussi et tout ça. Donc, on a regroupé tout ça là dans l'ouvrage, et le jour là, on va mettre cet ouvrage là à disposition. Parce que les émissions là, c'est des paroles qui s'envolent, mais on veut que les écrits restent. Donc, c'est surtout à cause de cet ouvrage là qu'on a prévu se réunir pour mettre à disposition cet ouvrage là au niveau des membres de cette communauté là. Mais au même moment, quand on va se réunir, il faudrait qu'on échange, et nous avons retenu le thème connaissance et pouvoir. Parce que nous estimons que le niveau de compréhension des réalités endogènes et même supranaturelles de notre communauté ou de notre population est vraiment bas. Donc, il faut relever ça. Si mon grand frère a dit « mon peuple périt faute de connaissances », il n'a pas dit faute de diplôme. Non. Il n'a pas dit faute de savoir. Parce qu'il y a une différence entre connaître et savoir. Il a dit, si mon peuple périt faute de connaissance, c'est que véritablement, nous avons besoin de la connaissance. Et c'est la connaissance qui vous conduit vers le pouvoir. Et quand vous avez le pouvoir, vous avez l'autorité. Je ne parle pas du pouvoir ou de l'autorité politique, ni judiciaire. Je parle de la connaissance et du pouvoir sur le plan social, sur le plan spirituel, sur le plan économique. C'est de cela qu'il s'agit. Et ce sont ces ramifications-là que nous allons développer. Qu'est-ce que c'est que la connaissance? Et comment on peut... Parce que le fait de savoir que, comme les recettes qu'on donne aujourd'hui, il y en a qui sont... que les gens estiment que c'est efficace, d'autres non. Évidemment, tout ne peut être efficace pour tout le monde. Et le fait de détenir ces connaissances, ces recettes-là ne fait pas de vous un détenteur de connaissances. C'est des expériences d'autres personnes qui ont partagé avec vous. Voilà. Il y a d'autres personnes qui ont expérimenté tel fait plus, tel fait, et puis ça a donné tant. Et ce résultat-là est partagé avec vous. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui recettes. Les recettes sont des connaissances expérimentées. Donc, des savoirs expérimentés. Donc, ces connaissances-là, quelles sont les procédures pour incarner réellement la connaissance et aller vers le pouvoir? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes faits pour exercer l'autorité sur les êtres et sur les choses. Je répète, je ne parle pas de pouvoir politique. Mais quand on dit, même si je dois reprendre les Saintes Écritures ou les Écritures qu'on a plagiées d'ici et qu'on nous a encore ramenées,
On dit, le premier ordre divin est ceci, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la. C'est-à-dire qu'on a la connaissance qui doit nous conduire vers le pouvoir qui nous permettra d'assujettir la terre. Et là, c'est vers là qu'on veut aller. Et cette conférence-là, c'est une conférence de haut niveau. C'est pas pour les débutants, c'est pour les hauts initiés, c'est pour les connaisseurs, c'est pour les chercheurs, c'est pour ceux qui sont avides de connaissances des réalités endogènes. C'est une conférence de très haut niveau. Maintenant, nous allons mettre la barre très haut. Voilà. Voilà, c'est dit. Le professeur va mettre la barre très haut pour permettre à tout un chacun d'avoir accès à la connaissance. Voilà, je vous montre encore l'affiche. C'est prévu pour le 10 août, le 10 août à 14h voilà. à la place des fêtes Gracia Plena. C'est ici à Godomé, sous les pylônes. Voilà, donc vous pouvez, une grande salle, voilà. Donc vous pouvez appeler le 97 18 13 13 pour avoir plus d'informations, ou le 94 24 63 44, ou encore le 57 35 11 24. L'ouvrage qui rassemble tout ce qui a été dit dans ce forum, qui a transcrit près d'une cinquantaine d'émissions. Voilà, sera aussi disponible. Sera aussi disponible le jour-là. Donc, et je rappelle que le jour-là, on a prévu pour ceux qui vont faire. L'ouvrage sera vendu à 5 000 exclusivement ce jour-là et uniquement ce jour-là. Le lendemain, ça va être vendu à 10 000 l'ouvrage. Parce qu'on avait prévu ça, en fait, pour les membres du forum Comprendre au Nord. Maintenant, si quelqu'un qui n'est pas du forum venait, on ne peut pas le renvoyer non plus. Non. Il va assister, il pourra acheter le livre à 5 000. Mais en dehors de ça, c'est uniquement, ce sera vendu à 10 000 au moins, dès le lendemain, le 11 août. Donc, ceux qui n'ont pas pu peuvent l'avoir le 11, mais au double du prix. Au double du prix. Donc, faites diligence, essayez, faites tout possible pour participer à cette conférence-là le 10 août 2024 à partir de 14h. Le billet d'entrée, c'est à 5 000 francs. C'est à 5 000 francs. J'ai donné tout à l'heure le numéro 97 18 13 13. Appelez pour avoir plus de renseignements, pour faire, si possible, vos réservations. Il y a beaucoup de surprises ce jour-là. Il y a beaucoup de surprises. Le professeur vient de le dire, ce serait une conférence vraiment de haut niveau. Donc, l'information est passée et je pense que sur les canaux de communication, il y a aussi l'affiche qui circule, parce que j'en ai vu. Donc voilà, mesdames et messieurs, vous avez eu l'information. Prenez le rendez-vous pour le 10 août prochain à la place des fêtes Gracia Plena, c'est à partir de 14h. Le professeur sera là. Je profite pour envoyer mes salutations à toutes les vénérées mères de l'authentique et universel ordre de la Reine Mère au Nord, à tous les vénérables, à tous les non-vies, ou qu'ils soient sur la planète Terre. Également, cette conférence est organisée conjointement avec la Grande Fraternelle. Et au Nord. Et au Nord. Donc, un coucou à tous les membres de la Grande Fraternelle. Je pense que le samedi 12, ça va bouger très fort et vous n'avez rien à perdre. Payez juste le ticket, participez et vous allez repartir, je pense, gagnant. Ce qui est sûr, moins ignorant qu'on est arrivé. Moins ignorant. Merci. Je pense qu'on est pratiquement à la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non. Voilà, donc, professeur. Donc, mesdames et messieurs, c'était Révélation. Le thème d'aujourd'hui, c'était bien sûr goût, Dieu, Marx et ses ramifications. Vous avez compris, goût se retrouve dans tous les domaines de notre vie, que ce soit à la maison, en ville, partout. Quand nous circulons, quand nous voyageons, nous sommes avec goût. Merci d'avoir pris note. J'espère que vous avez noté l'astuce du jour.
C'est le calcium. Prenez régulièrement du calcium. Naturellement, ça va vous permettre d'aller, de réussir dans votre vie en général, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan économique, sur le plan social. Merci, merci, merci à tout le monde. Merci à tous les TikTokers, ceux-là qui ont partagé, qui ont tapoté l'écran pour qu'on puisse avoir beaucoup de vues. Merci également à la technique là-bas qui a donné le maximum. Ça n'a pas été facile Ça n'a pas au été début. facile. Merci, merci également à notre consoeur Senaléa Grago en mission qui est de l'autre côté, qui nous suit. Coucou, on se retrouve ici le vendredi prochain pour un autre numéro et pour développer un autre thème. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.